Alors, nous passons maintenant au point numéro 1, qui est l'adoption du budget primitif ville. Avant de donner la parole à Jean-Michel Issakili, je rappelle que nous avons eu en janvier dernier le débat d'orientation budgétaire qui était préliminaire donc, à ce vote du budget, dans lequel on donnait un certain nombre de chiffres qui n'étaient pas à l'euro près, donc qui donnaient un certain nombre d'orientations. Là, on passe évidemment dans le budget à quelque chose de plus précis, puisque maintenant, c'est le cadre dans lequel nous serons amenés à travailler pour l'année 2021. Et quand je dis ce cadre, c'est le fait que c'est un cadre, c'est une autorisation, grosso modo, de dépenses, de collecter les recettes et de les dépenser, que ce soit en fonctionnement et en investissement. Voilà. Et donc, sachant que, je le rappelle aussi, pour ceux qui sont nouveaux, c'est un budget peut faire l'objet de modifications durant l'année budgétaire, si on se rend compte que le budget doit être réadapté sur certaines lignes en fonction des circonstances. Donc, mais néanmoins, le budget tel qu'il est établi est un budget sincère en fonction de la connaissance que nous avons des événements et du moment, bien évidemment. Je vous rappelle que l'année dernière, lorsqu'on a voté le budget 2020, nous n'avions pas encore totalement, pleinement conscience de ce qui allait nous tomber sur la tête. Ce qui fait que, en juin 2020, nous avons aussi fait une décision modificative je crois que c'était en juin, ou un peu plus tard, on a fait une décision modificative pour intégrer les modifications, notamment en perte de recettes ou en dépenses supplémentaires. Voilà. Donc c'est pour ça que je dis ça, parce que le contexte est un contexte, comme on l'a dit au moment du DOB, du débat d'orientation budgétaire, un contexte qui est un contexte mouvant, fluctuant, on le voit toutes les semaines, tous les jours pratiquement, et donc nous essayons de naviguer dans ce contexte-là. Voilà. Et donc, clairement, en fait, on donne des orientations, on donne des détails sur les investissements que nous souhaitons faire, en espérant qu'ils puissent se réaliser, bien évidemment. Je vais donc donner la parole à Jean-Michel Issakili, qui va vous dérouler ce budget avant d'entamer le débat sur ce budget. Monsieur Issakili, vous avez la parole. On est intéressé de éloigner des autres. Oui, monsieur le maire et vous tous, mes chers collègues. Donc, concernant les premières informations introductives de ce budget, j'ai souhaité vous rappeler sur cette planche la structure générale d'un budget, donc BP, CA ou CM, donc budget primitif, compte administratif que l'on verra plus tard dans l'année, et décisions modificatives qui ont été évoquées parlant de 2020. Donc la structure générale de ce budget a toujours à des fins pédagogiques et séparée en deux blocs, comme vous le voyez, fonctionnement dans la partie haute, investissement dans la partie basse de la planche qui vous est présentée. Et le sous-jacent de ce découpage budgétaire renvoie à ce qui s'appelle des découpages budgétaires par grande catégorie, où on retrouve des filières comme la filière technique, les services supports, les services aux habitants, etc., qu'on retrouvera un peu plus loin dans le détail des chiffres. Je rappelle aussi en introduction que les deux sections, tant de fonctionnement que d'investissement, doivent être équilibrées en dépenses et en recettes, équilibrées à minima. Et pour ce qui concerne la section de fonctionnement, dès lors, c'est le rectangle vert qui vous est présenté, qu'elle dégagerait un résultat positif, eh bien, il vient abonder aux recettes de la section d'investissement qui est dans la partie basse. Passant aux chiffres des grandes masses du budget de 2021, reprenant à peu près les chiffres que nous voyions précédemment lors du rapport, du débat d'orientation budgétaire, vous avez là les enjeux en dépenses et en recettes pour ce qui concerne le fonctionnement dans la partie haute, et la différence positive, le solde recettes moins dépenses, qui est de 1 200 000 €, comme indiqué précédemment, vient abonder les recettes d'investissement. Suivez la flèche verte qui vous indique où va ce solde positif. Par rapport au DOB, nous avons eu quelques modifications, quelques ajustements, puisque donc, comme je le rappelais lors du DOB,
Ça n'est pas un pré-budget, mais bien un débat d'orientation budgétaire. Donc maintenant, il est abouti. Et donc les ajustements qui ont été faits, sur lesquels on reviendra un petit peu plus tard, touchent essentiellement à quelques dépenses d'investissement supplémentaires de l'ordre d'1 million d'euros, quelques recettes en moins, liées notamment à l'ajustement au réel d'un certain nombre de montants liés à des cessions de parcelles, voilà, ou des moindres recettes liées à des demandes de subventions qui n'ont pas abouti en temps et heure ou que nous reformulerons de façon différente dans le cadre de certains projets. Concernant le budget de fonctionnement, la vue d'ensemble vous est présentée. Alors, c'est une vue d'ensemble en fait qu'on retrouvera par le détail sur différentes planches un peu plus loin. Pour en dire deux mots, touchant par exemple en recettes aux impôts et taxes. D'abord, en première ligne, vous y rappelez les différences, vous sont rappelées les différences par rapport au budget de 2020. Donc on voit qu'en recettes, nous avons un manque à gagner en quelque sorte, une moindre recette de 292 000 euros, et à l'inverse, côté dépenses, des dépenses supplémentaires par rapport à l'année 2020 à hauteur de 1 034 000 euros. L'ensemble formant équilibre dans les deux blocs roses qui vous sont présentés. Et dans la partie basse de cette planche, un extrait des principales différences expliquant les différences par rapport à l'année 2020. Par exemple, dépenses de personnel, plus 376 000 euros. Côté impôts et taxes, côté recettes, des moindres recettes à hauteur de 126 000 euros, etc. Je vous laisse lire les détails qui vous sont présentés. Un mot simplement concernant les droits de mutation. Les droits de mutation, en fait, sont intégrés, comme vous le voyez dans la partie recettes à droite, dans les 15 700 000 euros intitulé impôts et taxes. Nous avons prévu 1 200 000 euros de droits de mutation, en baisse de 100 000 euros par rapport à l'année dernière, compte tenu d'une circonstance, en fait, de la conjoncture du marché immobilier tel que nous la connaissions au mois de janvier. J'en parle 2 secondes parce que depuis lors, j'ai lu avec beaucoup d'étonnement que le marché de l'immobilier s'était valorisé, qu'il y a notamment une petite bulle immobilière, ce qui m'a beaucoup étonné et ce qui m'a amené à revisiter finalement ce chiffre qu'on a maintenu à 1,2 million, mais je trouvais que c'est intéressant de partager avec vous en quelques secondes, je vous rassure, pourquoi les choses changent aussi brutalement entre janvier et aujourd'hui, début mars, liées à ce droit de mutation. Alors la raison est tout à fait singulière et étrange, cherchant à comprendre comment était-ce possible qu'un marché immobilier flambe, soit dans une spirale évolutive, positive, alors même qu'on connaît le contexte général. Et en creusant, et je partage cette information avec vous parce que je trouve qu'elle est assez singulière pour l'époque en tous les cas, eh bien j'ai découvert qu'il y avait moins de vendeurs qu'il n'y avait au mois de janvier. C'est-à-dire en gros, le marché est dans une bulle d'augmentation de valeur de l'ordre de 6% par rapport à l'année dernière parce que les vendeurs ne veulent pas vendre. Et donc ils raréfient l'offre, et donc un nombre d'acheteurs constant, on va dire, bien qu'en légère baisse, mais relativement constant, va-t-on dire, eh bien ce marché se renchérit. Alors on peut se poser la question légitime, pourquoi les vendeurs ne vendent-ils pas? Et là, l'explication renvoie à ce qu'indiquait Monsieur le maire en introduction, à savoir que, alors assez étonnamment pour moi, et un peu attristant je dirais, eh bien, les vendeurs ne veulent pas vendre, retiennent leurs biens à la vente parce qu'ils craignent qu'en liquéfiant, en gros, en liquidifiant, je ne sais pas comment on peut dire, la valeur de leurs biens immobiliers, eh bien, une ponction leur soit appliquée sur leur épargne à un moment ou à un autre, après que, supposément, nous serions sortis de cette crise du Covid à un horizon que nous ne connaissons pas. Donc j'ai trouvé que ce n'était pas inintéressant de le rappeler ici. Toujours est-il que sur le plan budgétaire, nous maintenons quand même 1 200 000 euros. Je trouvais même assez, je dirais, amoral d'espérer des droits de mutation en hausse à la suite d'un phénomène comme celui-ci, qui ne correspond évidemment pas à une création de valeur, mais plutôt à la mesure de l'indigence de traitement d'une situation sanitaire à laquelle nous faisons face, avec des effets induits et collatéraux, comme celui-ci par exemple. Voilà, donc 1,2 million. Pour le reste, beaucoup de ces chiffres seront repris un peu plus tard avec
avec des détails, donc je ne vais peut-être pas les détailler ici, si ce n'est peut-être concernant la masse salariale, donc les frais de personnel, qui méritent quand même quelques explications de détail. D'accord, bon, ok, ben, plus tard alors, je passe au slide suivant, merci. Et donc, nous amenons à cette diapo qui vous détaille les frais de personnel en 2021. Et pour vous indiquer deux choses, en fait. La première, qui est que vous avez en abscisse, c'est-à-dire horizontalement, la liste des filières officielles telles qu'elles apparaissent dans les documents réglementaires, vous indiquant à hauteur du paragraphe en bleu les montants qui constituent ces frais de personnel pour 2021. Je précise, car la remarque m'a été faite, mais ça n'est pas une erreur, que le long de cet axe, vous voyez, c'est numéroté 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9. Quelqu'un m'a dit, mais il manque 7. Vous avez loupé 7. Non, on n'a pas loupé 7, parce qu'en fait, c'est la nomenclature officielle, sauf que ça concerne une filière d'emploi que nous n'avons pas. Et donc, ça n'est pas une erreur de passer de 6 à 8. Donc, je le précisais, ce n'est pas forcément le plus important, mais c'était pour préciser le propos et montrer que nous faisons quand même le travail sérieusement. Et donc, revenant à ces chiffres de frais de personnel, comment s'expliquent les différences que nous constations au début? Rappelez-vous, sur la slide précédente, nous avions 11,6 millions, comparé à 2020, une augmentation de 376 000 euros. Eh bien, cela s'explique par un renforcement des équipes de police municipale, donc avec un budget alloué à cet effet, mais également d'autres ajustements, je dirais, liés à des cadres d'emploi, des animateurs notamment, l'intégration d'un certain nombre d'agents et la création d'un poste aux affaires économiques, le renforcement de l'équipe du restaurant municipal. Voilà, nous savons expliquer ligne à ligne, euro par euro, cette différence. Donc l'augmentation des frais de personnel, au cas particulier, s'explique et se ventile le long de ces filières qui vous sont présentées. Si nous poursuivons toujours en référence, et je fais appel à votre mémoire au slide que nous voyions précédemment, parlant des charges à caractère général, nous avons presque 7 millions, 6 917 000 euros, comme vous pouvez le lire, de charges à caractère général. Elles sont en augmentation d'environ 500 000 euros par rapport à l'année précédente, par rapport à l'année 2020 donc. Et elles s'expliquent par différents postes, par exemple l'augmentation du coût des contrats de ménage, puisque donc nous sommes dus dorénavant, et ça devient une nouvelle normalité en quelque sorte, de renforcer nos opérations de nettoyage tenant compte des risques putatifs de contamination du Covid. Donc ça engendre un surcoût que nous avons pris en compte. Et puis différents autres postes de dépenses, dont certains ont un caractère cyclique, comme par exemple l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dont nous aurons besoin en 2021 pour renouveler un certain nombre de marchés liés au diagnostic thermique, au marché de renouvellement et d'entretien du chauffage, mais également la création, et c'est dans ces montants, la création de 5 places supplémentaires à la crèche Maison Bleue, qui donc sont dans ces montants qui vous sont présentés. Merci. Si l'on poursuit, revenant cette fois-ci du côté des dépenses, mais à caractère obligatoire, on retrouve le FPIC dont nous avons eu à connaître déjà lors du débat d'orientation budgétaire. Nous avions déjà dimensionné le FPIC à hauteur de 716 000 euros, renvoyant à cette courbe qui vous rappelle l'évolution à travers quelques années remontant à 2012. Il y a une possibilité qui sera conditionnée par la croissance de la fiscalité au niveau de Versailles-Grand Parc, que nous puissions bénéficier, mais c'est au conditionnel, d'une aide pour la prise en charge partielle de ce FPIC par l'agglomération, mais sous condition évidemment qu'il y ait une certaine croissance de la fiscalité, ce qui renvoie toujours au même sujet que j'évoquais précédemment, c'est-à-dire que cette croissance de fiscalité n'adviendra qu'à partir du moment où il y aura une croissance économique et marchande, ce dont on n'est pas certain. Donc de façon prudente, mais sans aller au-delà de ce qui est nécessaire, nous avons budgété 700 000 euros
pour nous affranchir de nos obligations vis-à-vis du FPIC sur 2021. Un mot des impôts locaux qui seront réévoqués à la délibération suivante, qui vous sont présentés. Donc je rappelle que nous avons encore, pour la dernière fois peut-être, et je dis peut-être parce que les choses peuvent changer assez brutalement du point de vue législatif, mais pour l'instant c'est ainsi, nous avons encore 3 taxes d'habitation, qui sont celles qui vous sont rappelées, foncière bâtie, 3 taxes locales, pardon, foncière bâtie, habitation et foncier non bâti, dont les assiettes, les bases fiscales et les taux vous sont rappelés, rappelant aussi sur la partie droite de l'écran les recettes estimées issues de ces bases. Et un point qu'on a précisé, si vous voulez bien revenir quand même une seconde, nous comparant par rapport aux autres villes de la même strate, donc de 10 à 20 000 habitants, et soulignant que ces taux, les nôtres, les taux de 2021, sont inchangés depuis plus de 10 ans maintenant. La différence que vous... Alors d'abord, les impôts directs des villes de 10 à 20 000 habitants, qui est à hauteur de 563 €, qui est rappelé, c'est une moyenne. C'est une moyenne, donc oui, nationale d'une part, et puis qui d'autre part n'indique pas quel serait ce que j'appellerais l'écart type, c'est-à-dire en gros la dispersion autour de cette moyenne. On comprend très bien que l'interprétation seule de ces 2 chiffres mis bout à bout serait nécessairement trompeuse, mais ça donne quand même une indication qui n'est pas inintéressante à rappeler. DGF, donc, qui est une fraction de nos recettes également, qui était rappelée à la première diapo, donc constitutive cette dotation de nos recettes. Vous en voyez l'évolution. Sur 2021, nous perdrons par rapport à 2020 52 000 €, parce que bien que constante dans les textes, cette DGF est soumise à des phénomènes d'écrêtage liés à des mécanismes plus ou moins complexes, clairs et pas très lisibles en réalité. Mais toujours est-il que pour Viroflay, en fait, ça renvoie, pour lever un peu le voile sur le sujet, ça renvoie en fait à la population, voilà, des équations dont les services centraux ont le secret, qui ne sont pas toujours évidentes à comprendre, mais le résultat pour nous c'est moins 52 000 €. Alors évidemment c'est l'épaisseur du trait, donc on n'en voit pas trop, l'évolution au graphique, mais c'est une légère baisse. On l'a intégré, c'est ce qu'il faut retenir par rapport au DOB que nous présentions au mois de janvier, pardon. Eh bien, c'est une donnée maintenant qui est normalisée dans notre construction budgétaire. Il n'y a plus d'effet de surprise. La tendance est avérée, très clairement. Voilà, donc nous avons pris ça en compte. Si vous voulez bien poursuivre. Ah oui, pardon. Donc là, les droits de mutation, je l'évoquais précédemment, nous retrouvons les 1 200 000 € complètement à droite, le long de l'axe horizontal à hauteur du BP 2021. Donc c'est ce que nous avons prévu au budget aujourd'hui. Nous verrons en cours d'année si les tendances que j'évoquais se confirment dans ce sens, ou s'inversent, ou restent stables. On n'est pas tout à fait en capacité aujourd'hui de faire mieux que ça. Et nous en venons à la répartition des dépenses et des recettes par service. Alors les services qui sont là sont ceux qui étaient évoqués au tout début. Rappelez-vous, quand je soulignais que ça n'était pas une erreur de passer de 6 à 8 dans le long des labels, des étiquettes, voilà, pardon, de l'axe horizontal. Donc vous les retrouvez. Alors ce slide est intéressant. Il est intéressant à 2 titres. D'abord parce que comparant recettes en bleu et en orange, pardon, et dépenses en bleu, on voit quelle est la nature finalement de l'exercice dans une collectivité territoriale pour chercher les équilibres obligatoires, légaux, réglementaires que j'évoquais au début. Rappelez-vous, je parlais du budget de fonctionnement qui devait être équilibré. Et donc on voit l'enjeu, on est dans une activité qui agit dans le sens de l'intérêt général, qui n'a pas vocation ni à thésauriser des sommes d'argent en vue de on ne sait quoi, ni non plus de réaliser des profits. Et donc là, on le voit très clairement, puisque la différence entre orange et bleu est partout en faveur des dépenses ou en défaveur des recettes, comme vous voulez. Donc ça donne quand même un paysage intéressant à connaître
pour ceux qui ne voient pas trop quelle est l'ampleur finalement de l'enjeu de devoir équilibrer des budgets qui, par construction et par nécessité, sont tous déficitaires sur le plan comptable et financier, qui est une approche purement froide finalement des chiffres, qui n'intègre pas les enjeux de mission et de services rendus qui viennent en addition de tout cela. Pour autant, dans la partie basse de cette planche, il est rappelé à nouveau quelques éléments de comparaison pour des villes de même strate, 10 à 20 000 habitants, donc je vous laisse découvrir ces chiffres. On voit très bien que, tant en dépenses qu'en recettes, nous sommes dans les purs de villes tout à fait comparables, autour de la moyenne. Donc rien d'alarmant à la matière, ni non plus la manifestation d'une surfiscalisation ou de modalités de gestion qui seraient, attentatoires du principe moyen, en tous les cas, tel que ces chiffres le montrent. Donc tout cela est regroupé dans un tableau de synthèse qui reprend tous les chiffres qui ont été vus juste avant, comparant sur la colonne de droite, la deuxième en partant de droite, les écarts par rapport au budget primitif de 2021, et sur la colonne complètement à droite en pourcentage. Donc ce que l'on peut constater, c'est notamment la chute assez importante, chiffre complètement en bas à droite à moins 53,8%, de notre capacité d'autofinancement qui, heureusement, je dirais, les années précédentes constituait quand même un montant assez important qui nous permettait d'agir. Je rappelle que cette capacité d'autofinancement a pour objet d'alimenter en recettes le budget d'investissement, donc il s'agit d'investissement qu'il faut imaginer derrière ce solde positif. Donc malgré une baisse qui est quand même assez importante, eh bien, nous restons quand même en capacité d'avoir une fameuse capacité d'autofinancement, ce qui va nous amener à ce moment-là à la section d'investissement, où nous allons retrouver à la fois, à l'image de ce que nous voyions au début, les dépenses côté gauche de l'écran et les recettes côté droit, retrouvant, comme nous l'avions vu lors du débat d'orientation budgétaire, gardant le même formalisme dans la case bleue, la capacité d'autofinancement que j'évoquais précédemment. Je soulignerai un point quand même qui n'est pas négligeable, qui est que nous augmentons en fait par rapport à 2020 nos investissements de 3,5 millions d'euros. Je le souligne parce que parfois il est facile dans certaines collectivités de trouver des équilibres un peu artificiels en affalant en quelque sorte les investissements. C'est une façon, je dirais, probablement de dernier recours que certaines collectivités mettent en œuvre dès lors qu'elles se retrouvent un petit peu dos au mur financièrement. Nous subissons à la fois, comme je l'indiquais au début, sur le budget de fonctionnement, des pertes de recettes et des augmentations de dépenses. Pour autant, nous n'avons pas affalé nos capacités d'investissement, nos allocations d'investissement, et c'est un point extrêmement important car il n'échappe à personne que dès lors que plusieurs années d'affilée, nous sacrifierions à ces recettes d'investissement et leur allocation à maintenir les équipements de la ville, bâtiments, voirie, espaces verts, tout ce qui est sur la partie gauche, eh bien, plusieurs années plus tard, eh bien, nous retrouverions l'obligation de réaliser ce qui doit être fait, mais pour des montants bien supérieurs, dus à la dégradation pendant plusieurs années de ce qui n'aurait pas été entretenu comme il se doit. Et donc, parlant de ces dépenses d'investissement, donc partie gauche de l'écran, en matière de bâtiments, comme il est rappelé, nous avons quelques grands programmes d'investissement, la réhabilitation du gymnase des Prés-aux-Bois, qu'on va retrouver un petit peu plus loin avec plus de détails dans des fiches projets sur lesquels nous allons arriver, plus un ensemble d'autres projets comme la réhabilitation de l'école de l'Aulnette, la poursuite du programme Vireflay 2025 avec la création de la crèche des réservoirs, le centre de Dieu-le-Veut qui va être totalement réhabilité avec une option très marquée pour en faire un bâtiment bas carbone,
mettre tout ce qu'il y a de plus avancé en matière de transition énergétique et de frugalité énergétique. Ce bâtiment qui date donc de quelques années, que nous retrouvons plus tard dans les fiches projets qui seront présentées lors de ce débat, de ce budget, pardon, eh bien, nous allons prendre l'opportunité de devoir le rénover en profondeur pour en faire un bâtiment, je dirais, qui devrait, si tout se passe à la hauteur de nos ambitions, eh bien, être un modèle pour les 20, peut-être 30 ans à venir. Je ne sais pas comment les choses évolueront, bien entendu, et vous non plus. Donc, au-delà, vous retrouvez l'ensemble des détails de ce dont nous parlions à l'instant de façon résumée dans cette fiche précédente retraçant les dépenses et les recettes d'investissement, avec cette fois-ci des recettes qui vous sont détaillées par projet, incluant à la fois des cessions, comme le terrain des réservoirs, faisant écho à cette crèche des réservoirs en dépenses que j'évoquais juste avant. Donc nous cédons un terrain et simultanément, évidemment modulo le temps de construction et de mise en service, eh bien le projet de création de cette crèche des réservoirs verra le jour. Donc c'est là où, du point de vue projet, nous retrouverons là encore un peu plus loin dans la fiche projet, la jonction entre un certain nombre de recettes, comme celles dont je parle, et des dépenses évoquées précédemment. Également des subventions. Les subventions sont extrêmement importantes, car sans elles, il est difficile de tenir à l'équilibre des dépenses en regard de recettes qui peuvent venir à manquer. Donc nous procéderons, nous avons déjà commencé à la demande d'un certain nombre de subventions qui vous sont présentées ici. Nous en aurons probablement d'autres en cours de route que nous ne connaissons pas encore précisément, mais qui tout ensemble procèdent en fait de cette mécanique de constitution de nos recettes d'investissement. Côté Viroflay 2025, donc un programme engagé depuis de nombreuses années, qui se poursuit, qui est un programme structurant, un programme de fond, qui d'année en année joue finalement du projet de faire évoluer la ville pour la maintenir dans son époque en maintenant un investissement constant. Et donc vous sont rappelés à l'écran les différentes composantes en fait de ce programme Viroflay 2025 pour ce qui touche à l'année 2021. Notez au passage qu'on y retrouve ce que j'évoquais précédemment, à savoir la réhabilitation du centre Dieu-le-Veut en études et en travaux pour commencer, plus un certain nombre d'autres projets qui vous sont listés. La fameuse crèche des réservoirs évoquée précédemment, qui fait partie aussi de ce programme d'ensemble d'évolution de la ville dans la continuité. Côté bâtiment, chiffres évoqués également précédemment, on retrouve la réhabilitation du gymnase du Pré au Bois, voilà, à hauteur de 730 000 €, plus un ensemble d'autres dépenses qui sont listées devant vos yeux. Pour ce qui concerne l'hôtel de ville, c'est essentiellement la réfection des façades. L'hôtel de ville, vous le savez, pour la partie ancienne, est un bâtiment qui date d'une époque qui était, je crois, le Second Empire, si je me souviens bien, et donc qui nécessite évidemment un entretien courant, pas permanent, mais régulier. Et donc l'année 2021 sera justement une de ces années où nous devrons prendre en compte un certain nombre d'engagements, d'investissements pour maintenir à niveau de notre époque cet hôtel de ville qui est ancien et qui est historique dans la ville. Le marché chauffage, que j'évoquais précédemment en assistance à maîtrise d'ouvrage au budget de fonctionnement pour ce qui touche au renouvellement de ce contrat, qui ressort dans cette liste sous le libellé de P3 chauffage. Voilà, plus la police municipale, 85 000 €, des équipements supplémentaires, des travaux de bâtiments dans les locaux de la police municipale, qui là aussi nécessitent un accompagnement en investissement de l'augmentation du nombre de policiers municipaux que j'évoquais précédemment, parlant du budget du personnel. Voilà, donc on a bien sous les yeux un plan d'investissement qui est cohérent, qui est relié avec le budget de fonctionnement, allouant à la fois des moyens d'investissement et des engagements qui font écho en fait au projet d'investissement. Comme je le dis très souvent,
le budget doit être fait dans la mesure du possible, et pour ce qui me concerne, c'est une option non discutable, à partir d'un plan d'action. C'est le plan d'action qui fait le budget, je le répète souvent. Voilà, donc là, nous avons une manifestation de ce plan d'action où l'on retrouve un peu en écho, entre investissement et fonctionnement, l'ensemble des éléments du plan d'action que j'évoque régulièrement dans notre Assemblée. Identiquement, côté voirie, des dépenses d'investissement à nouveau qui vous sont présentées. Un détail peut-être que simplement rapide sur les aménagements divers, qui est donc l'avant-dernière ligne de ce tableau, à hauteur de 165 000 €. Ces aménagements divers ne sont pas simplement des réserves en vue d'eux, sans savoir exactement ce que nous pourrions en faire, mais simplement l'intention, modulo le déroulé d'un certain nombre de diagnostics de voirie, de chaussée, de pouvoir entretenir une partie de la voirie qui ne nécessite pas nécessairement, comme les autres rues qui sont listées, des investissements aussi importants prises une par une. Deux points quand même supplémentaires qui n'apparaissent pas à l'écran, qui sont intéressantes. Alors, ce n'est pas des gros montants, mais je le souligne quand même. Dans ce montant, on a inclus l'achat de pluviomètres, par exemple, pour une vingtaine de sites, avec l'objectif d'automatiser l'arrosage automatique en fonction de l'hygrométrie et de la pluviométrie. Voilà, donc peu à peu, à notre rythme et en fonction de nos capacités budgétaires, nous évoluons aussi, pas uniquement dans les bâtiments, mais aussi sur la voirie, vers des pratiques aujourd'hui qui se généralisent en matière d'économie, par exemple, de l'eau potable. Et l'on sait que c'est un véritable enjeu qui va prendre une importance particulière dans les années à venir. Pour anticiper peut-être une question qui jaillira plus tard, sans rentrer dans les détails, le mur Gaillon est budgété dans ces montants. Donc en fonction de ce qu'il adviendra, des diagnostics et du reste, eh bien, nous verrons l'usage en fait de ces budgets à cette fin, modulo que d'ici là, nous ayons un bilan complet si nous ne l'avons déjà. Donc en synthèse, merci. En synthèse, vous retrouvez à nouveau, à l'image de ce que je présentais pour la section de fonctionnement, le miroir en section d'investissement, où à nouveau vous retrouvez tous les chiffres. Et le chiffre en bas à droite, en vert, vous indique que du fait des équilibres que nous réalisons, eh bien, le besoin d'emprunt sur l'année 2021, en vertu en tous les cas de cet exercice budgétaire tel qu'il est modélisé aujourd'hui, sur la base des éléments dont nous disposons, bien entendu, eh bien, ce besoin d'emprunt est nul. Ce sera probablement une des dernières années, puisque donc nous entrerons dans les années suivantes dans d'autres modalités d'investissement qui nécessiteront peut-être de voir les choses différemment, mais nous y travaillerons en temps voulu. Donc pour ce qui concerne l'année 2021 et en investissement, retenez simplement besoin d'emprunt nul. Nous en parlions justement, vous avez sous les yeux un état de la dette. Donc nous avons peu d'emprunts en cours, vous les voyez listés devant vous, avec un qui est basé sur un taux variable, EONIA plus 0,04, et puis un autre emprunt à taux fixe qui est plus ancien. Ce sont des emprunts budgétaires. L'ordre de grandeur des remboursements annuels que nous consentons en vertu de l'exercice de ces emprunts est inférieur à 100 000 € par an. Il est d'ordre de 90 000 € par an aujourd'hui. Donc vous voyez, donc, on garde une capacité d'investissement et d'emprunt et d'investissement qui est entière, qui nous permet justement de planifier pour les années qui viendront au-delà de 2021 un certain nombre de projets avec la vue aujourd'hui de la capacité réelle d'être au rendez-vous des réalisations. Ce que traduit, ce que vous voyez tout en bas de cette diapositive, comparant à nouveau l'encours total de la dette par habitant, en euros par habitant, de la ville de Viroflay à hauteur de 358 €, comparé à nouveau à ce qu'est ce montant pour ce qui concerne les villes de 10 à 20 000 habitants au niveau national, et c'est à nouveau une moyenne. Donc nous avons une marge de manœuvre, des capacités à faire. Donc voilà pour la partie budgétaire, et en écho un peu
pour rendre un petit peu... J'ai toujours bien conscience que tout ce qui est budgétaire, financier, n'est pas forcément extrêmement parlant pour tout le monde, et puis, ou à l'inverse, d'autres personnes souhaiteraient mieux voir, mieux comprendre finalement comment tout ça se raccroche au projet. Eh bien, il vous est présenté un certain nombre, à partir de cette diapo et les suivantes, un certain nombre des projets qui ont été évoqués. Là, au cas particulier, le centre aquatique des Bertissette, qui parle à tout le monde, qui rentrera en service en septembre de cette année, comme c'est indiqué dans la petite étiquette verte, et rappelant, dans la partie droite, dans le petit médaillon, les enjeux d'investissement et de fonctionnement pour l'année en cours. Voilà, c'est pas inintéressant, ça fait le lien, je trouve, de façon assez parlante entre l'aridité, une certaine aridité des chiffres et une réalité, je dirais, palpable par nos concitoyens quant à l'usage que nous avons des deniers publics. Voilà, donc je ne reparle pas plus en détail du projet piscine, vous le connaissez tous. Sachez simplement que pour l'année 2020, nous avons eu quand même à supporter un surcoût lié au Covid que nous avons absorbé, qui n'était pas un montant indolore, puisqu'il était supérieur à 400 000 euros. Mais malgré tout, eh bien, les choses se font, elles avancent, démontrant qu'il est toujours utile de garder quelques marges de manœuvre, sans excès, mais nécessaires, telle sorte à faire face à des imprévus, d'autant plus dans la période actuelle. Fiche projet également touchant à la maison forestière, donc qui est un projet qui démarre. Je rappelle que la ville de Viroflay a fait l'acquisition de cette maison forestière, et donc c'est une acquisition qui est en cours, qui devra aboutir aux alentours de mai, du mois de mai de cette année, un investissement de 850 000 euros et à venir donc des modalités d'usage et de valorisation de cet acquis foncier qui donc sera propriété de la ville avec des idées projets, des propositions, des options possibles que nous regardons et qui seront mises à la discussion en temps voulu, j'imagine. Réfection de l'école Aulnette, même principe, investissement en 2021, des subventions en cours, donc nous comptons présenter des demandes de subventions sur le plan de relance, comme c'est indiqué, puisque donc la nature même des travaux envisagés dans ce bâtiment touche par certains aspects, beaucoup d'aspects, à des sujets renvoyant à l'efficacité énergétique, l'isolation. On parle d'engagement de travaux qui touchent à l'isolation des toitures, des nouvelles toitures, l'isolation des façades, des ventilations double flux qui récupèrent donc les calories de l'air frais entrant, donc résolvant au passage le sujet de l'aération dans les bâtiments qui a pris une importance particulière depuis l'année dernière. Voilà, beaucoup de travaux envisagés qui, voilà, comme c'est précisé, qui seront donc affectés à ce bâtiment dont la date de construction est rappelée, 1959. Il faut faire quelque chose maintenant, et 2021 est la bonne année pour lancer cette initiative. Police municipale, je l'évoquais, on retrouve les chiffres que nous voyions précédemment dans les tableaux à caractère financier. Donc là, pareillement, début des travaux au mois d'octobre, renforcement du service de police municipale sur la ville, vous l'avez constaté, tout ça accompagné sur le budget d'investissement de l'acquisition d'un véhicule supplémentaire pour la police, les fameuses caméras piétons dont on a entendu beaucoup parler à différentes occasions depuis 2018 avec les manifestations des Gilets jaunes et tout ce que la presse télévisuelle et écrite relate. Donc ça prend une importance de plus en plus prégnante, semble-t-il. Donc nous passerons ce pas des caméras piétons. Voilà, donc des investissements qui ont été réfléchis et qui accompagnent en fait l'évolution à la fois des choses, des attentes, des demandes et de la nécessité d'assurer la sécurité et la bonne cohabitation de tous ceux qui vivent à Viroflay ou passent ou travaillent à Viroflay. Crèche des réservoirs, je l'ai évoqué, je ne m'attarde pas plus. Des investissements, 1,4 million, renvoyant à ce que l'on a déjà vu passer. 42 berceaux concernés par cet investissement, des jardins dédiés, comme c'est précisé. Donc cette crèche des réservoirs
sera sur l'avenue du Général Leclerc. Et là encore, des demandes, comment dire, de subventions à venir et des options qui ont déjà été évoquées ici même à l'occasion de la présentation de ce projet, à savoir une option d'aller vers une construction structure bois et la volonté d'avoir un traitement de l'air à la pointe de ce qui peut se faire aujourd'hui en la matière. Les subventions à venir que nous attendons, que nous allons solliciter, viendraient, modulo que nous ayons des accords, à la fois de la Caisse d'allocation familiale et de la région Île-de-France. Donc ces dossiers sont en cours ou en cours d'instruction ou de délibération. Gymnase des Prés-aux-Bois, on le connaît, construit en 1970, là aussi, un besoin de rénovation en profondeur pour recréer un équipement pour les 20, 30, 40 années à venir. Je vois 1970, donc ça fait plus de 50 ans déjà. Et voilà, des subventions attendues, régions, départements, voilà, différentes sources. Je ne m'attarde pas plus, on a déjà beaucoup échangé sur le sujet. Dieu le veut, évoqué également, donc dépenses d'investissement 1 120 000 euros, avec, comme je le disais, une volonté vraiment de profiter de la nécessité de rénover ce bâtiment, donc qui date de 1985, en mettant en œuvre une démarche bas carbone à la hauteur des ambitions les plus avant-gardistes, je dirais, mais réalistes, que nous pourrons nous permettre, en tous les cas, de mettre en œuvre dans ce bâtiment, sans aller vers de la démagogie ou de l'expérimentation hasardeuse. Il ne s'agira pas non plus d'un laboratoire d'essai de tout ce qui se fait en la matière et qui n'est pas, je dirais, avéré dans le temps ou démontré par l'efficacité par ailleurs, quoi. 2 projets pour finir. Le pôle senior La Forge, qui donc, vous connaissez tous, hein, La Forge sur l'avenue. Donc un investissement pour l'année 2021 qui vous est rappelé. Et là encore, la volonté de profiter de cette occasion, profiter de la nécessité de mettre cet équipement à jour pour en faire un équipement démonstratif aussi de son époque et des décennies à venir, comme je l'indiquais, mais aussi, mais avant tout, je dirais même, d'en faire un pôle qui rend de véritables services comme ceux qui sont schématisés devant vous. Ce projet peut avancer, comme vous le voyez, en termes de construction. On n'a pas de maquette aujourd'hui à présenter à l'écran, mais un avant-goût finalement répondant à la question de quels vont être les services rendus par cet équipement rénové en comparaison avec ce qu'il est aujourd'hui et en vertu du potentiel des services qu'il va rendre dans les décennies à venir. Et pour finir, une étude qui sera lancée dans l'année, touchant la modernisation du marché Leclerc, qui, là aussi, est un équipement qui a fait ses preuves, qui a rendu les immenses services qu'on lui connaît depuis tant de temps, et qui, à son tour, en 2021, vient dans l'ordre des listes, en fait, de biens fonciers qu'il faut retravailler, car le commerce change, car les usages changent, car tout change, vous le savez, et donc il convient assez logiquement à la fois d'accompagner ces changements que l'on constate et en même temps de tenter de les anticiper pour les projeter dans un avenir un peu plus lointain, dès lors que cela permettrait d'en assurer la durabilité d'usage pour les décennies à venir. Voilà pour ce qui concerne la présentation du budget, Monsieur le maire. Merci Monsieur Issakidis de cette présentation. J'aimerais juste qu'on revienne un tout petit peu avant de laisser la parole à ceux qui souhaitent s'exprimer, sur un du premier slide qui montre les frais de personnel par secteur. Ça n'est pas forcément visible en tant que tel, encore avant, encore, voilà. Je voulais attirer votre attention sur 2 points. Le poste police municipale, en fait, vous voyez, c'est un coût de 777 000 euros. Je rappelle qu'il y a 20 ans, très peu de villes étaient équipées de police municipale. Pour une bonne et simple raison, c'est que
il y avait une police nationale qui était avec des effectifs plus importants que ceux qu'on connaît maintenant. Et donc, progressivement, nous avons été incités à la fois par l'État, en fait, par son désengagement, mais également par les viroflésiens qui souhaitaient avoir davantage de sécurité. Et donc, en fait, notre service de police municipale nous revient quand même, compte tenu des efforts que nous avons faits en termes de recrutement, à près de 800 000 € par an. C'est quand même un montant assez considérable, je dois le dire, intégrant leur équipement, bien évidemment. Et puis l'autre point, je voulais pouvoir additionner en fait 3 de ces secteurs, le secteur 2, scolaire, périscolaire, le secteur 4, sport jeunesse, et le secteur 6, petite enfance. En les additionnant, vous verrez qu'en fait, on arrive à un montant de 5 600 000 €, c'est-à-dire 50% de nos dépenses de personnel qui sont donc affectées à, globalement, la jeunesse, c'est-à-dire les enfants en bas âge, les enfants en âge scolaire, et que ce soit en élémentaire, en maternelle, en élémentaire, au collège, voire un peu au-delà. Donc vous voyez, c'est 50% de nos frais de personnel sont consacrés à la jeunesse. Après, nous avons des frais personnels qui sont consacrés à des dimensions techniques. Bien évidemment, là, on a besoin d'avoir des techniciens et également, en fait, des frais de personnel sur toutes les dimensions administratives que l'on connaît, dont notamment la question de l'état civil, puisque nous faisons des missions pour le compte de l'État également. Voilà, je voulais faire ces 2 remarques-là, j'aurai l'occasion certainement d'en faire d'autres tout à l'heure, mais je voulais aussi donner cet éclairage avant de lancer le débat. Voilà, y a-t-il des demandes de parole ?